À 2 heures de Paris, à 1 heure de Marseille, une grande ville méditerranéenne, Alger. L'incomparable vision aérienne en révèle les vieux quartiers accrochés au flanc d'une colline et la surprenante extension de la ville moderne dressée en espalier face à la mer. Dans les rues, où règne la plus vive animation, se remarque très vite ce grand trait de la géographie de l'Algérie, la coexistence de 2 groupes humains, algériens musulmans et algériens d'origine européenne. Si les uns et les autres se rencontrent indifféremment dans la plupart des quartiers, la vieille ville est exclusivement habitée par les musulmans. On l'appelle la Casbah, du nom de la forteresse qui la défendait autrefois. Ces aspects pittoresques ne doivent pas faire oublier qu'il s'agit d'un quartier urbain où la densité est l'une des plus fortes du monde. Dans la banlieue toujours plus étendue, dans l'arrière-pays d'Alger, se remarque la même juxtaposition de 2 groupes humains. Une longue histoire et des conditions physiques exceptionnelles se conjuguent pour façonner la physionomie géographique de l'Algérie. L'Algérie appartient à un vaste ensemble régional, l'Afrique du Nord, que les Arabes appellent Djezaïr el-Moghreb, l'île du couchant, parce qu'elle s'allonge entre la Méditerranée occidentale et l'Atlantique d'une part, et les immenses espaces sahariens d'autre part. La superficie totale de l'Algérie, 2 200 000 km², équivaut à 4 fois celle de la France. Mais, comme dans les autres pays d'Afrique du Nord, le Maroc à l'ouest, la Tunisie à l'est, les régions favorisées n'occupent qu'une partie du territoire, 200 000 km². Partout, le Sahara fait sentir son influence. Au sud se dresse le massif montagneux du Hogar, que bordent des plateaux, Tassili et Hamada, ou des ergues. Les pitons volcaniques du Hogar s'élèvent au-dessus du socle cristallin. Les roches gréseuses du Tassili ont l'allure de ruines. Les plateaux calcaires, ou Hamada, s'étendent jusqu'au pied de l'Atlas saharien. Dans les régions déprimées, les vents ont accumulé d'énormes quantités de sable qui forment des ergues. Les grandes vallées sont rarement empruntées par les eaux. Les oasis s'y installent recherchant l'eau des nappes superficielles. La race blanche, qui domine dans le Sahara, s'y mêle à des populations noires autrefois soumises à la servitude et qu'on appelle les Aratines. Des puits artésiens modernes ramènent à la surface l'eau des nappes profondes. La luxuriance de la végétation fait illusion. En raison du surpeuplement, les oasis sahariennes souffrent de la misère. Les dattes sont à peu près les seules ressources agricoles exportables. Entre l'Atlas saharien au sud et l'Atlas tellien au nord s'étendent les hautes plaines. Leur altitude est comprise entre 400 et 1000 mètres. Les cuvettes, ou chottes, recueillent l'eau des rares pluies qui ne dépassent guère 400 mm. La formation végétale des hautes plaines est la steppe. Les nomades la parcourent à la recherche des bons pâturages. Ressource importante des hautes plaines,
La cueillette de l'alpha, une graminée utilisée surtout en papeterie. Cette cueillette fournit aux nomades un complément à leurs faibles ressources. Des améliorations ont été apportées à l'élevage du mouton. Les fermes appliquant des techniques modernes se multiplient. Les secteurs d'amélioration rurale spécialisés dans l'élevage mènent la lutte contre les maladies. Le troupeau de moutons algériens oscille entre 5 et 8 millions de têtes, dont le plus grand nombre appartient aux musulmans. Mais le nomadisme traditionnel recule devant l'extension des cultures. C'est en bordure de la Méditerranée que se rencontre la région la plus peuplée de l'Algérie, le Tell. Cette région comprend des chaînes de montagnes extrêmement fragmentées, entre lesquelles s'allongent des plaines étroites et de faible altitude. Toutefois, les hautes plaines de l'Est appartiennent également au Tell. C'est à l'est de l'Algérie que se dressent les montagnes les plus élevées, l'Aurès au sud, la Grande Kabylie au nord, dont le massif culminant, le Djourdjoura, atteint 2300 mètres. La vie est rude dans cette montagne kabyle. De langue et de tradition berbère, la population y habite de gros villages perchés sur les hauteurs. Le paysan s'astreint à un dur labeur pour un maigre résultat. Les cultures arbustives, comme l'olivier sur les basses pentes, sont aussi pratiquées. L'élevage n'est pas négligé. Mais le petit berger kabyle pense que la vie n'est pas heureuse dans ces montagnes surpeuplées. Plus tard, peut-être émigrera-t-il vers Alger ou la France, comme certains de ses parents, dont les envois d'argent aident sa famille à vivre. Le puissant massif de l'Aurès abrite lui aussi une population berbère, les Chaouïas. Dans des paysages aux aspects sévères, leurs villages ont des allures de forteresse. Les Chaouïas consacrent une grande partie de leur activité à l'élevage. Au nord de l'Aurès, les hautes plaines du Constantinois offrent des paysages assez variés, plus favorables à la mise en culture. Mais des chaînes montagneuses, franchies en gorge par les torrents, les isolent du littoral souvent escarpé. Logées entre les chaînons de l'Atlas tellien, les plaines littorales ou sublittorales ont un sol alluvial humide. Ce sont les régions riches, presque entièrement couvertes de cultures appartenant surtout aux Européens. La Mitidja est la plus importante de ces plaines, si favorisées au point de vue climatique par leur proximité de la mer. Les influences océaniques et méditerranéennes se répartissent inégalement sur le Tell. À l'abri des hauts reliefs marocains, la région occidentale est en proie à la sécheresse, tandis que la région orientale, mieux exposée aux influences maritimes, est plus arrosée. L'ouest ne reçoit 400 mm de pluie que sur les montagnes. L'est en reçoit presque partout plus de 800. Mais les pluies sont irrégulières et les fleuves, qu'on appelle les oueds, sont presque toujours à sec en été. Leur lit asséché découvre d'énormes masses d'alluvions déposées par les crues d'automne ou de printemps, autant de bonnes terres arrachées aux versants. L'agriculture algérienne doit faire face à de graves difficultés. La construction de barrages permet de remédier à l'inégale répartition des pluies dans l'année et d'une année sur l'autre. Une douzaine de barrages retiennent 1 milliard de mètres cubes d'eau que distribuent 3000 km de canaux construits selon les normes les plus modernes. L'irrigation valorise plus de 180 000 km². La redoutable érosion qui dévaste les pentes est freinée grâce à la construction de terrasses. Les marécages qui subsistent dans les plaines littorales doivent être drainés.
C'est par là qu'a commencé la colonisation française. La plaine de la Mitidja a été ainsi patiemment conquise. Encore faut-il assainir constamment les canaux de drainage. L'amélioration des techniques archaïques, où l'arère égratigne à peine le sol, est l'une des tâches de divers organismes, comme les sociétés agricoles de prévoyance, qui prêtent de l'argent, du matériel et des semences aux cultivateurs algériens. L'œuvre éducative s'accomplit à l'intérieur des secteurs d'amélioration rurale. L'emploi des machines possibles dans les plaines se vulgarise. La technique du dry farming, appelée ici technique des préparés, consiste à emmagasiner l'humidité par plusieurs labours successifs. Ainsi, la production de céréales dépasse les 22 millions de quintaux nécessaires à l'alimentation de l'Algérie. Ainsi, les rendements si faibles sur les exploitations musulmanes atteignent peu à peu ceux des grandes propriétés européennes qui obtiennent 10 à 12 quintaux à l'hectare. La culture de la vigne connaît d'autres problèmes. Si la main-d'œuvre musulmane touche les plus hauts salaires de l'agriculture algérienne, la production moyenne, qui s'établit aux environs de 15 millions d'hectolitres de vin, n'est pas facile à écouler. La production des agrumes souffre moins de ces difficultés. Mais l'exportation exige une sélection sévère. Il en est de même pour les primeurs, dont les petites exploitations abondent sur le littoral algérois. Les montagnes de l'Est sont favorables au chêne-liège. Après diverses opérations comme le démasclage, des quantités variables de liège sont vendues sur les marchés mondiaux. Le fer se place parmi les grandes ressources algériennes. Plus de 3 millions de tonnes de minerais sont extraites chaque année. Les plus importants gisements de fer sont situés à Benissaf et dans l'Ouenza. Les métaux non ferreux, plomb et zinc, comme les phosphates de Tébessa, tiennent une moins grande place. Pourtant, les phosphates sont à la base d'une industrie qui fournit à l'agriculture algérienne les indispensables engrais. L'industrie du ciment est stimulée par la construction des barrages et l'effort d'urbanisme. La fabrication du papier alpha est l'exemple d'une transformation, en Algérie même, d'un produit du sol algérien. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, de nouvelles industries se sont fixées en Algérie. Compte tenu des besoins et de l'abondance de la main-d'œuvre, l'installation des industries modernes est souhaitable. Mais le développement industriel dépend des ressources énergétiques. L'électricité d'origine hydraulique est surtout produite dans l'Est. Elle ne fournit qu'un tiers de l'énergie totale. Tandis que les centrales thermiques fonctionnent en partie grâce au charbon de Kenatsa, près de Colombéchar. La production de houille s'élève en moyenne à 350 000 tonnes par an. Mais les données du problème industriel sont modifiées par la mise en valeur des richesses minérales du Sahara. Fer de Tindouf, manganèse de la région de Colombéchar, uranium du Hogar et surtout pétrole d'Edgelé et d'Assimé Saoud, gaz naturel d'Assirmel. Des pipelines joignant les principaux gisements à la côte sont achevés ou en construction. Découverts après quelques années de recherche, les gisements d'Edgelé dans le Tassili proche de la frontière libyenne et d'Assimé Saoud près d'Ouargla recèlent des réserves considérables. À Assimé Saoud, le pétrole est atteint à plus de 3000 mètres de profondeur. Le premier pipeline construit joignit Assimé Saoud à Tougourt, tête de ligne de la voie ferrée de Philippeville. Son débit, 400 000 tonnes, est très inférieur à celui du grand pipeline d'Assimé Saoud-Bougie, qui peut évacuer 15 millions de tonnes par an à destination de la métropole. Cette réserve d'énergie
va favoriser l'essor industriel de l'Algérie, dont l'économie est étroitement liée aux facilités de transport. Avions, voies ferrées souvent électrifiées dans l'Est, routes modernes convergent vers les ports. Le spectacle des quais présente l'essentiel d'un trafic commercial où les importations de produits fabriqués ne sont pas compensées par les exportations de produits naturels comme le vin à destination de la France, le minerai de fer expédié vers l'Angleterre et l'Allemagne, les primeurs expédiés vers la France, l'alpha vers la France et l'Angleterre. Les principales villes d'Algérie révèlent certaines nuances humaines et économiques. Ainsi, Oran, le grand port de l'Ouest, possède un cachet original. Bastion espagnol du XVIe au XVIIIe siècle, la ville compte aujourd'hui plus de 300 000 habitants, dont près des 2/3 sont d'origine espagnole. Beaune, le port de l'Est, se classe au 2e rang des ports algériens, si l'on exclut Bougie, le port du pétrole. Beaune exporte surtout du minerai de fer, mais la ville fonde beaucoup d'espoir sur un combinat sidérurgique dont l'énergie serait fournie par le gaz naturel. Principale ville de l'intérieur, Constantine occupe un site de nid d'aigle au-dessus du Rumel. En 20 ans, sa population est passée de 100 000 à 150 000 habitants. Mais c'est Alger qui symbolise le mieux l'essor urbain de ces dernières années. Au rythme des grands paquebots qui vont et viennent, véritable baromètre de l'activité, Alger tient la première place des villes industrielles. Son attraction sur les populations des campagnes et des montagnes est considérable. Les nouveaux arrivants aggravent l'entassement dans les bidonvilles de la banlieue qu'un puissant effort de construction fait disparaître peu à peu. Ainsi, les grandes agglomérations urbaines s'accroissent rapidement. En 20 ans, Alger et sa banlieue sont passés de 300 000 à 800 000 habitants. Oran, Beaune, Constantine se sont accrus à un rythme accéléré. 7 autres villes ont plus de 50 000 habitants. Le développement de la population urbaine n'est qu'un aspect de l'accroissement démographique de l'Algérie, l'un des plus rapides du monde. La population de l'Algérie, qui s'élevait à 2 millions d'habitants en 1830, à 4 millions en 1900, atteint en 1960 les 10 millions d'habitants. On prévoit qu'elle devrait dépasser 15 millions en 1975. Le surpeuplement est partout sensible. Dans les campagnes, le moindre marché, le souk le plus isolé, attire des foules toujours plus nombreuses. Cette formidable poussée démographique s'explique en partie par les progrès sanitaires. Les sanatoria, les hôpitaux et les dispensaires témoignent de la lutte contre les maladies. Mais, comme dans tous les pays sous-développés, c'est surtout la faiblesse du niveau de vie qui explique la forte natalité. En Algérie, le taux de natalité atteint 40 pour 1000 chez les musulmans et 20 pour 1000 chez les Européens. Chaque année, la population de l'Algérie s'accroît de 300 000 personnes. Actuellement, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. L'avenir de cette masse de jeunes pose de difficiles problèmes. Il faut non seulement les nourrir, mais aussi les instruire. Il faudra les employer et les promouvoir.
Le développement de la scolarisation est certainement la première tâche à accomplir en Algérie. Plus de la moitié des enfants d'âge scolaire vont à l'école. Bientôt les 2/3. Et l'on peut espérer proche le jour où cette scolarisation sera totale.